Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être à Marseille, ici à l'Uriops, et je vous remercie pour votre invitation. Je voudrais vous parler d'un certain point de vue. Je suis donc professeur des universités en sociologie et je suis aussi chargé de la formation continue dans mon université. Et au fond, je suis aussi venu à Marseille avec cette idée de non pas de faire un cours, mais d'être dans un temps de réflexion avec des professionnels et des personnes concernées et aussi des bénévoles qui œuvrent à cette action sociale et médico-sociale dont tant de gens ont besoin. Je voulais aussi dire en introduction mon intérêt pour les transformations, là c'est le sociologue qui parle, pour les transformations du travail social, et notamment du point de vue de cette évolution qui consiste à faire de plus en plus du sur-mesure. Donc je pourrais parler de la reconfiguration des institutions, j'y reviendrai autour de dispositifs, de l'extension des actions en ambulatoire, du travail en réseau, de l'individualisation des tâches, de la promotion de la participation des usagers. Bref, il y a du sur-mesure partout parce que nous sommes entrés dans une ère où la norme d'autonomie s'est imposée partout et où toutes les personnes vulnérables sont invitées, davantage que les autres, je souligne ce point, à devenir acteurs, auteurs ou responsables de leur vie. Là, vous verrez les conséquences de la crise sanitaire sur cette norme d'autonomie, j'y reviendrai tout à l'heure. Ma démarche consiste, en sociologue de terrain, à regarder de très près l'activité concrète des professionnels du social et du médico-social, et notamment à regarder ce qui se passe lorsqu'ils sont empêtrés dans des situations bloquées, problématiques, voire impossibles. Bref, je m'intéresse au moment où les intervenants sont débordés. Au sens étymologique du mot débordé, ils ont dépassé ce qui était prévu et ce qui était délimité, ils sont sortis finalement de leur gond, pourrait-on dire, au sens aussi de la transgression géographique, c'est-à-dire que comme un cours d'eau qui déborde de son lit pour arriver à continuer à vivre, eh bien les professionnels sont amenés, en temps de crise notamment, à faire reculer les limites de leur métier, sans jamais, on verra, enfin sans devoir dépasser les bornes. Au sens aussi débordé, au sens d'être dépassé par les événements et d'être en suractivité, ce que nous avons été un très grand nombre pendant cette activité, pendant cette crise sanitaire. Et au fond, avec le Covid, je suis servi dans ma démarche, puisque ce qui m'intéresse, c'est l'action en contexte incertain, en contexte d'incertitude, et j'ai été servi, puisque cette crise sanitaire a accéléré, comme l'a proposé tout à l'heure Jean-Vincent, a accéléré les incertitudes. L'enjeu d'une telle démarche, c'est de mieux connaître ce que j'appelle la professionnalité des travailleurs sociaux et des travailleurs médico-sociaux. Alors, ce que j'appelle professionnalité, c'est cette capacité issue de l'expérience, ici de l'aide et du soin, qui permet à des professionnels à la fois de respecter les règles du métier, ils ont été formés dans cette perspective, et en même temps de les aménager, de les arranger, voire de les transgresser pour pouvoir faire du sur-mesure, pour pouvoir s'adapter aux situations. Donc, c'est, comme je le disais, travailler sur la professionnalité, c'est une façon d'aborder l'action publique sur mesure dans un contexte de forte incertitude. Alors, cette incertitude touche de plein fouet l'exercice du métier, et ce sera, vous verrez, je reviendrai en conclusion, lorsqu'avec cette extension de la norme d'autonomie, les professionnels doivent composer avec les choix, les habitudes et les valeurs des usagers, des personnes concernées, si, comme vous êtes de plus en plus nombreux, vous ne supportez plus ce terme d'usager. Mais aussi, les professionnels doivent composer avec les situations qu'ils rencontrent, c'est-à-dire qu'ils doivent souvent s'écarter du mandat qui est prescrit pour l'adapter aux circonstances. Je prends juste un exemple
dans protection des personnes vulnérables, c'est une travailleuse sociale qui s'intéresse à un couple de personnes âgées qui sortent d'hospitalisation l'un et l'autre pour des raisons différentes et qui se retrouvent dans leur appartement en grande difficulté, qui plus est avec un fils qui, depuis qu'il touche de nouveau le RSA, se retrouve à habiter chez eux. Et ce fils est alcoolique et pose énormément de problèmes, mais la travailleuse sociale n'est pas mandatée pour s'occuper de ce fils. Et donc, que se passe-t-il? Voilà le type de situation auquel je m'intéresse. Donc, au fond, dans ces situations où il faut s'adapter aux circonstances, l'application mécanique des règles, des protocoles, des procédures formalisées, des savoirs habituels peut conduire à des erreurs de jugement et surtout à des interventions inadaptées. Et c'est pourquoi les travailleurs sociaux, et j'insiste lourdement sur ce terme, sont amenés à tâtonner. Je vais faire ici, vous l'aurez compris, l'éloge du tâtonnement, à avancer avec prudence et petits pas. Nous avons fait une BD, je la montre à la caméra, je ne sais pas si voilà, vous pouvez voir le titre, Prudence, patience et petits pas. C'est sur les professionnels du travail social et médico-social de la métropole du Grand Lyon. On pourra mettre en ligne le lien pour que vous puissiez aller voir cette BD et où nous, justement, nous parlons de ces activités de tâtonnement avec une équipe de chercheurs associés à des travailleurs sociaux. Donc, dans le contexte du Covid, ce tâtonnement consiste à, dans l'urgence, aller à l'essentiel, sauvegarder ce qui peut l'être, établir des priorités, prendre des initiatives sans toujours avoir le temps d'en référer à la hiérarchie. Donc, c'est un tâtonnement accéléré, donc c'est un peu problématique de mon point de vue, puisque, en plus, beaucoup de consignes à appliquer n'étaient absolument pas acceptables. Et ces débordements de l'action entraînaient certes des innovations avec des réponses imprévues, je vais y revenir, avec des conséquences bonnes à prendre, à penser à pérenniser et bien entendu avec des leçons de l'expérience qui consistent à surtout ne pas refaire ce qu'on a vu pendant plusieurs semaines. Alors, l'enjeu de cette intervention, c'est au fond de repartir d'une analyse par le bas de l'action publique, sociale et médico-sociale, pour ouvrir un questionnement dont on verra qu'il est à la fois émotionnel, organisationnel et éthique, et un questionnement qui s'appuie sur les leçons de l'expérience partagée par tous et toutes, et qui est la seule voie, me semble-t-il, pour remettre du sens collectif dans l'action à venir. Je vais vous parler en 5 points maintenant de pratiques bouleversées. Ça va être assez rapide, c'est une petite synthèse que je fais à partir de remontées du terrain, d'un rapport très intéressant que j'ai lu de l'Observatoire national de la protection de l'enfance, d'une journée d'études qu'on a organisée dans le master que je dirige, des recherches d'un de mes collègues et amis, un ancien Marseillais qui s'appelle Pierre Vidal-Naquet. Et avec j'ai lu tous ces textes, tous ces documents, et j'en ai tiré quelques fils sans aucune prétention à l'exhaustivité, tellement absolument impossible d'arriver à déchiffrer la complexité dans son ensemble. Donc, 5 points de pratiques bouleversées. Le premier point, c'est de remarquer que certaines aides ont été stoppées net. Je pense notamment à la fermeture de tous les services ambulatoires, les accueils de jour, les visites médiatisées, les activités de prévention. Je pense à la suppression des visites des familles dans les foyers de protection de l'enfance, dans les EHPAD, dans les prisons, etc., dans les établissements. Ces suppressions brutales ont révélé partout l'importance de ces dispositifs, comme je le dis dans mon jargon, dispositifs de maintien relationnel des personnes, qu'elles soient prises en charge à domicile ou dans des établissements. Le sentiment, finalement, que ce que nous appelons les pratiques de care, au sens de prendre soin, d'avoir le souci d'autrui, ces pratiques ont été laminées par une politique sanitaire descendante et autoritaire, un biopouvoir, comme aurait dit Michel Foucault, qui écrase tout sur son passage, avec un vocabulaire de la guerre que, en tant que sociologue, j'ai trouvé indécent, puisque le soin n'est pas la guerre. Dignité de la personne, parole de l'usager,
droits du citoyen, toutes ces valeurs fondamentales de la République et de la fraternité dont vous avez parlé, Jean-Vincent, tout à l'heure, ont été ici bafouées. Que reste-t-il de la démocratie sanitaire qui est quand même le pilier aujourd'hui des politiques sociales et sanitaires? Ça, c'est une vraie question. Je pense que les associations d'usagers, les associations tout court, n'ont absolument pas été assez mises au cœur de la discussion collective autour des priorités à prendre. Et c'est une parole de sociologue, mais enfin, entre le sociologue et le citoyen que je suis, il y a une continuité, vous devez le comprendre à mon ton. Deuxième pratique bouleversée, chose qui m'a beaucoup intéressé comme sociologue, l'apaisement des enfants. Partout dans la protection de l'enfance, que ce soit les enfants qui sont restés dans des foyers, que ce soit les enfants retournés au domicile de leurs parents, on a parlé de ces enfants apaisés, sans bobologie à l'intérieur des établissements, qui n'étaient plus ballottés entre la visite chez le psychiatre, le pédopsychiatre, le psychologue, etc. On a finalement montré partout que le nouveau dogme de la fluidité des parcours qui impose une espèce de trajectoire de la prise en charge sans aucun trou dans la prise en charge, eh bien, on a montré qu'au fond, ces prises en charge ont pour corollaire un effet très délétère qui s'appelle le morcellement de la trajectoire biographique et le morcellement de la vie psychique, on pourrait même dire, des enfants, et que la stabilisation, que ce soit à domicile ou dans les établissements, a été favorable pour beaucoup d'entre eux, notamment pour ceux qui ont des troubles de l'attachement. Mais en même temps, bien entendu, que des enfants retournés chez eux, par exemple, ont pu être exposés à des violences, etc., etc. Je ne reviens pas sur ce problème-là. Je souligne aussi en passant sur ce point que les éducateurs d'internat ont pu se recentrer sur leur cœur de métier quand ils sont restés H24 dans ces établissements. Et ça permet de rappeler que l'accompagnement consiste d'abord à être avec, à faire avec, et que cet accompagnement, au fond, permet de reposer la question de l'extension du travail administratif chez les personnels éducatifs au détriment du travail relationnel qui doit rester le cœur du métier de l'aide sociale et psychosociale. Donc, je le disais, ça révèle toutes les impasses de l'impératif de fluidité des parcours qui va avec la norme d'autonomie, cet imprévu dans l'observation, et puis ça repose la question de l'importance de la présence éducative, le terme de présence me semble extrêmement important, et de l'habiter. Le souci du parcours reste particulièrement abstrait s'il n'est pas avant tout articulé avec le souci d'un abri décent et adapté et d'une présence protectionnelle d'adultes pour les enfants ou de toute une série de personnes pour les personnes âgées, personnes handicapées, etc. Donc j'insiste sur la question de l'habiter, on pourra revenir si vous le souhaitez dans la discussion. Troisième point, chamboulement de la relation d'aide. En trois éléments indissociables. Le premier, c'est que le soignant ou l'aidant, en temps de Covid, est potentiellement porteur de virus. C'est une épreuve redoublée de la confiance qu'on doit lui porter, puisqu'on ne sait pas s'il est porteur ou pas du virus. Et ça oblige, au fond, à partager cette charge. Et il n'y a pas un aidant qui serait en bonne santé et un aidé qui serait en mauvaise santé, mais des personnes qui sont en situation de risquer leur santé l'un et l'autre. Deuxième point, les travailleurs sociaux qui ont quitté les internats pour aider les parents à mieux aider les enfants confiés de l'ASE ou pour aller aider aussi des personnes âgées à leur domicile mais sans pouvoir les voir, ça a généré je vais revenir après sur la question du téléphone et de la visioconférence des travailleurs sociaux, mais ça a généré plus de proximité, notamment parce que le domicile est de nouveau, ou d'une manière extensive, devenu l'un des hauts lieux, on pourrait dire, de l'institution de l'action publique.
J'en viens maintenant à ce troisième point. La relation d'aide téléphonique ou par visio a pu assurer une présence limitée, livrant des informations certes parcellaires, comment par exemple évaluer des situations très préoccupantes par téléphone avec des gens qui ont de la difficulté à s'exprimer. Mais ça m'a aussi intéressé cette idée en voyant que des télétravailleurs sociaux ou médico-sociaux qui discutaient avec les familles ou avec des personnes en situation de vulnérabilité ou de handicap depuis chez elles, se voyaient finalement filmer chez eux. Je pense à cet éducateur qui donne un cours, un éducateur de prévention qui donne un cours comment faire une pizza depuis sa cuisine, et puis il y a son enfant qui rentre dans la cuisine, et le jeune à qui donnait ce cours lui dit « Ah, mais dis donc, tu as un enfant, je ne savais pas ». Donc il y a une forme d'intrusion dans la vie privée des éducateurs en situation de travail, et cette intrusion, les télétravailleurs sociaux n'y étaient pas du tout habitués, alors que les usagers du travail social sont toujours habitués à ce qu'on fasse intrusion chez eux quand on les aide. Donc là, il y a une forme de retour de manivelle qui aussi symétrise les places. Donc tout ça, tout ce que je viens de dire sur la relation d'aide, repose la question de la bonne distance en mettant en tension distance et proximité. Il n'y a pas de positionnement idéal et stabilisé entre les deux, mais un jeu permanent qui est guidé par les émotions, si j'ai le temps, je vous en reparlerai, qui permet de gérer cette relation. J'aurais pu faire un focus, mais finalement Jean-Vincent l'a fait, donc comme je vais bientôt dépasser mon temps, vous me direz, vous me préviendrez Géraldine, mais j'aurais voulu faire un focus sur les assistants familiaux, dans la même veine que ce qu'a dit Jean-Vincent, parce que leur travail a été vraiment passé sous silence dans la relation d'aide où ils ont dû se trouver à la fois être des parents, des instituteurs, des psychologues, etc., etc. Ils ont pallié très grande fermeture d'établissements, grande défaillance d'un certain nombre de ces établissements, j'y reviendrai. Et donc, j'ai été assez étonné par le manque de reconnaissance de ces intervenants de première ligne qu'on oublie systématiquement. Je ne parle pas des travailleurs sociaux dont on ne parle que très peu par rapport aux soignants, mais par rapport aux travailleurs sociaux des catégories type éducateurs, assistants sociaux, etc., les ASFAM ou les AF, suivant les départements, ont été, je trouve, peu reconnus. Donc, c'était de ma part un petit aussi moment de reconnaissance pour eux. Quatrième point, pratique chamboulée, les ressources inattendues du côté des personnes concernées qu'on a pu voir. Alors, des choses sont remontées des terrains de l'URIOPS et vous en avez fait passer. Et il y avait notamment une vignette assez intéressante qui montrait que une personne sans abri s'était débrouillée en finalement arrivant à reconstruire une solidarité de proximité par ou grâce aux commerçants, grâce aux voisins, grâce donc à l'environnement immédiat de la ville, en l'occurrence. Et il me semble que cette solidarité de proximité, elle est parfois un peu trop peu, elle est trop peu valorisée par les travailleurs sociaux ou médico-sociaux. C'est vrai que c'est difficile de le faire, mais là, il y a des ressources, notamment du point de vue des commerçants, qu'il serait peut-être intéressant de repenser. Chez les personnes en situation de handicap, pour beaucoup qui sont habitués, je pense à des personnes en situation de handicap psychique notamment, qui sont vraiment habitués à l'isolement et au confinement. Je les ai entendus dire, ou ça c'était témoigné par des travailleurs sociaux qui ont pu me le dire, vous voyez ce que ça fait quand on reste enfermé chez soi. Et au fond, c'est une leçon de l'autonomie, ça. C'est-à-dire, je pense qu'on ne travaille jamais sur cette question de l'autonomie du point de vue du rapport au temps et de cette capacité qu'ont les gens à attendre, à rester chez eux, à prendre le temps. Et ça fait partie peut-être des leçons aussi de ce Covid. J'ai été aussi étonné, mais je ne vais pas développer, par les ressources observées par les éducateurs ou les travailleurs sociaux, autres travailleurs sociaux ou les intervenants à domicile, médico-sociaux,
qui ont trouvé chez des parents des enfants placés ou des enfants en situation de handicap qui étaient institutionnalisés, qui ont trouvé chez ces parents des ressources auxquelles qu'ils ne pensaient pas. Donc là encore, des moments de reconnaissance de compétences importantes. Mais attention, attention à ne pas trop célébrer la débrouille au nom de la norme d'autonomie et de sa philosophie libérale, car, on ne le répétera jamais assez, être autonome, c'est pas être indépendant, c'est pas être libre. Être autonome, c'est d'abord être bien attaché à un environnement protecteur, et cet environnement protecteur est constitué de toute une série de relations, de personnes, d'animaux, de commerce, etc., etc. Et je voudrais vraiment indiquer ça d'une manière extrêmement forte. Je reviendrai peut-être en conclusion là-dessus, mais ce qu'on a vu, la sortie des institutions au sens d'établissement, la sortie des institutions est une épreuve terrible pour toute une série de gens qui sont attachés à ces institutions. Et ces attachements, il faut arriver à les traduire, les retrouver, les reconstruire ailleurs, et c'est assez compliqué. Cinquième et dernier point de vue sur le bouleversement de l'aide dont je voulais parler, c'est la réactivation, voire l'activation tout court, quand ça avait été oublié, de fortes tensions interinstitutionnelles entre services concentrés ou déconcentrés de l'État et services décentralisés, je pense aux départements ou aux autres actions, collectivités territoriales, qui repose la question de la gouvernance entre une gouvernance par le haut et une gouvernance par le bas. On a vu par exemple que la fermeture des établissements, les IME, les ITEP, les foyers PJJ, pour ne citer que ce type d'établissement, ont eu un impact extrêmement fort, et notamment du point de vue de la tension entre ces fermetures d'établissements et puis les professionnels de l'ASE, par exemple de l'aide sociale à l'enfance, ou les professionnels qui interviennent directement au domicile, les infirmières, ou les gens passent et des meilleurs, mais il y a eu beaucoup de tensions entre ces différents acteurs, la PJJ étant quand même souvent visée d'une manière très très critique par toute une série d'associations, d'établissements, d'institutions. On pourrait en discuter. Je pense que la PJJ est une institution en grande difficulté, mais elle n'a pas souvent su, c'est peut-être parce qu'aussi c'est une institution très pyramidale, très descendante, très centralisée. Finalement, elle n'a peut-être pas su arriver à s'adapter à l'obligation de fermer ses foyers. On a vu aussi des tensions très fortes entre les actions de proximité, la recentralisation de la décision de santé publique et l'intransigeance de l'administration de l'Intérieur, du ministère de l'Intérieur, notamment dans le champ de la protection de l'enfance, où les départements souhaitaient par exemple une position de gouvernance nationale s'agissant des décisions de placement par les juges. Est-ce que cet enfant peut retourner dans sa famille, etc., etc. Et la gouvernance nationale a décidé qu'il fallait maintenir l'appréciation au cas par le juge des enfants. Quand vous avez plusieurs milliers de dossiers qui passent dans le bureau de quelques juges, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Les dégâts collatéraux de ces mésententes interinstitutionnelles montrent à quel point, et là je pèse mes mots de sociologue, à quel point l'institution, au sens sociologique d'une instance régulatrice, l'institution, à mon sens, n'est plus dans les établissements, mais dans les réseaux qui sont construits localement entre ces établissements et les personnes prises en charge. Au fond, on a là une invitation à repenser la question qui est devenue très sensible, et j'ai bien compris qu'à l'URIOPS, elle l'était tout particulièrement, la question de la désinstitutionnalisation, ce qu'on appelle la désinstitutionnalisation, qui est pensée dans une démarche de droits humains comme une désaliénation d'une emprise institutionnelle d'établissement, et on ne peut que suivre cette proposition, mais il faut arriver à repenser cette question de la désinstitutionnalisation sans évacuer la nécessité d'une protection, laquelle est forcément instituée si on veut qu'elle soit solide.
Sinon, on se retrouverait comme les Italiens en temps d'antipsychiatrie, lorsque les personnes quittant l'hôpital psychiatrique se sont retrouvées totalement isolées parce qu'elles n'avaient personne, pas d'abri, pas d'environnement, pas de milieu, rien qui pouvait s'en occuper. Donc en fait, sortir des établissements, ce n'est pas sortir de l'institution, c'est sortir des murs de l'institution, ce qui n'est pas pareil. Ce qui enferme et ce qui aliène, ce sont les murs de l'institution, ce n'est pas l'institution elle-même, comme la philosophie libérale voudrait nous le faire entendre. Et donc, ce qu'on appelle la société inclusive, c'est une société qui se construit par des dispositifs, par tout un maillage local qui permet de retrouver des attachements salvateurs, des attachements qui permettent de vivre. Alors, juste en conclusion, je voudrais finalement revenir sur les 3 types d'épreuves qu'on peut lire pendant ce Covid, mais en fait qui permettent de donner du contraste, qui permettent de voir avec plus d'étendue, plus de force des choses qu'on voyait déjà. Moi, je pense que le Covid n'est pas une nouvelle époque, c'est simplement la marque un peu forte de l'époque que nous vivons déjà depuis quelques décennies. Mais donc, 3 manières de penser l'épreuve qui correspondent aussi à 3 manières de penser l'incertitude. La première manière de penser l'incertitude, elle se manifeste au fond dans toute vie humaine et elle se manifeste par l'inquiétude. On est inquiet devant ce qui se passe, par ce qui se passe, on est affecté par ce qui se passe et cette incertitude, cette inquiétude jette un trouble, mais un trouble qu'il s'agit, à mon sens, de partager plutôt que de vouloir nier, mettre de côté. Il me semble que la notion de communauté au sens latin du terme étymologique, ça veut dire communitas, ça vient de communitas qui veut dire avec la dette. Nous avons en fait une dette en commun, nous avons une charge en commun, nous partageons un même fardeau, un même problème, et au fond, c'est les mots MAUX davantage que les biens qui aujourd'hui nous relient dans une société d'individus. Et donc finalement, cette charge qui nous solidarise par des affects, par de l'émotion. Donc la question des émotions me semble vraiment importante parce qu'elle a une valeur socialisatrice et une valeur de rassemblement fort. La deuxième manière de penser l'incertitude, dans mon jargon, ce serait le terme d'incomplétude qui irait le mieux et qui se manifeste, lui, non pas par de l'émotion et de l'affect, mais par un défaut d'information qui fait qu'on n'arrive pas à traiter rationnellement le problème. Donc à ce moment-là, l'incertitude fait l'objet d'une tentative de réduction. Il ne s'agit pas de nier l'incertitude, il s'agit de la réduire et ça renvoie à une politique de mesure, de mesurer l'incertitude, de mesurer aussi le problème qu'il faut arriver à traiter. C'est une question d'ingénierie, c'est une question de procédure. Et là, l'épreuve, elle n'est pas émotionnelle, l'épreuve, elle est organisationnelle, elle est technocratique, elle est technologique, elle est scientifique, c'est une épreuve finalement de la rationalité. Et enfin, je voudrais terminer là-dessus, parce que c'est là où je pense que nous avons le plus de prise. L'incertitude, non pas comme inquiétude, non pas comme incomplétude, mais comme indétermination qui se manifeste par ce que j'appelle l'ambivalence normative, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans des situations, on ne sait pas que faire entre différentes perspectives qui sont possibles. Donc faire ici avec l'incertitude consiste à s'ajuster aux situations en tâtonnant. C'est-à-dire, ce sont des épreuves que j'appelle éthiques, enfin je les appelle avec un de mes collègues chercheurs, je vais citer son nom, Pierre Vidal-Naquet, on appelle ça épreuves éthiques. Ce sont des épreuves qui nous invitent à opter pour un raisonnement réflexif qui consiste à discuter entre professionnels et personnes concernées, à discuter des tensions normatives que révèlent les situations auxquelles nous sommes confrontés. Quelles sont ces tensions? Est-ce que là, avec telle personne âgée, est-ce qu'il faut plutôt jouer l'autonomie ou jouer plutôt la protection? D'où viennent ces tensions?
quelles réponses on peut leur trouver. Et chemin faisant, l'idée, c'est finalement qu'il faut arriver à repenser la pratique un petit peu hors des normes attendues, puisqu'il faut trouver une réponse qui, à défaut d'être bonne, soit surtout acceptable pour les personnes et soit acceptable pour celles qu'elles accompagnent. Donc, au fond, vraiment, c'est la conclusion de ma conclusion. Vous aurez compris que mon intervention, elle essaye de construire l'éloge du tâtonnement. Vous aurez compris que, au fond, là où on s'en est sorti dans cette crise, c'est grâce aux facultés d'adaptation des uns et des autres. Alors là, mon point de vue est plutôt de regarder l'adaptation des professionnels, qu'on parle de débrouille, d'arrangement, d'agencement, d'expérimentation, de transgression. Et il s'agit en tous les cas à chaque fois de reconnaître le tâtonnement comme vertu. C'est une vertu régulatrice, mais non pas une régulation par l'amont, par le haut, mais une régulation par l'aval, par le bas de l'action, par les situations, une régulation située. C'est pour ça qu'elle est éthique. Comment reconnaître et organiser ce tâtonnement? Voilà tout, à mon avis, toute la question qu'il s'agit et sur laquelle on a un peu de prise, je crois, dans les associations. Comment reconnaître et organiser ce tâtonnement? Je me retournerai vers un vieux philosophe, un vieux sage qui s'appelle Aristote et qui a construit la notion de sagesse pratique, qu'on traduit aujourd'hui dans notre jargon par pratique prudentielle, et qui consiste, lorsqu'on est devant une difficulté, à y aller par tâtonnement, mais aussi par délibération. C'est-à-dire que lorsqu'on tâtonne, pour éviter que nos choix soient arbitraires, il faut en discuter avec ses collègues, avec le monde qui nous environne. Et je m'arrêterai là-dessus, cette délibération est absolument centrale pour envisager le travail social et médical partout où c'est possible. Discutons collectivement parce que sans discussion collective, il n'y a pas de délibération, il n'y a pas de pratique prudentielle qui soit validée et instituée localement, et il n'y a pas de travail social et médico-social qui conviennent en quelque sorte. Voilà, donc discuter collectivement partout où c'est possible, c'est vraiment le meilleur et tout le meilleur que je vous souhaite. Je vous remercie pour votre attention. Et je coupe le micro, non, c'est ça, ou je reste? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bertrand, pour cette intervention. Alors, je reprends quelques points que vous avez abordés. Alors déjà, un commentaire qui nous est arrivé au moment où vous parliez et qui précisait que lorsque vous abordiez la question de l'apaisement des enfants qui sont restés effectivement moins sollicités pendant cette période, et Caroline nous disait que les enfants étaient aussi moins en pression liée à la scolarité pendant cette période. C'est ce qui a aussi peut-être contribué à cet apaisement. D'autres points je reviens sur quelques points que vous avez mentionnés. Je crois qu'il est important de rappeler qu'effectivement, il ne s'agit pas de célébrer la débrouille, même si, et on le verra dans quelques retours d'expérience, c'est ce que vous avez évoqué, cette capacité d'adaptation des associations aux difficultés rencontrées qui ont fait souvent appel au plan B, à la débrouille. En tout cas, de ne pas célébrer cette débrouille au nom de l'autonomie, je crois que c'est quelque chose qui est effectivement très important. Ce que vous évoquiez aussi sur l'institution en tant qu'instance régulatrice et sur ces nouvelles formes, comment refaire institution finalement à partir d'une forme de désinstitutionnalisation, ou en tout cas que la sortie des établissements n'est pas la sortie de l'institution. Et là encore, les retours d'expérience que nous aurons tout à l'heure nous permettront d'illustrer très concrètement ces points. Ce que vous avez évoqué aussi sur la société inclusive qui se construit par des dispositifs pour retrouver finalement des attachements salvateurs, je crois que ça c'est effectivement très important de le souligner. Tout va dans ce sens.
finalement de refaire de l'institution, de poursuivre cette forme d'institution à travers des nouvelles formes. Et puis vous terminez avec cet appel à la discussion, cet appel à l'échange. Je crois que à l'URIOPS, c'est bien ce qui fait l'ADN de notre fonctionnement, la raison d'être de notre fonctionnement, c'est de pouvoir justement permettre que les acteurs se retrouvent, puissent discuter, échanger, faire les liens avec les représentants des pouvoirs publics pour pouvoir justement croiser les regards et faire avancer les réponses à apporter aux personnes accompagnées. Donc cet appel à la discussion, cet appel à l'échange autour à la fois des situations que nous rencontrons actuellement, mais aussi peut-être pour revisiter les façons plus habituelles de fonctionner, si à un moment on revient dans des façons plus habituelles de fonctionnement. En tout cas, c'est une invitation à relancer cette réflexion et on se donnera les moyens d'y contribuer. Voilà. Alors, nous n'avons pas de questions complémentaires. Il y a eu quelques petits commentaires qui ont été postés tout au long de l'intervention. Je ne sais pas, Bertrand, si vous souhaitez revenir sur un point ou un autre, on a encore 5-10 minutes si vous le souhaitez. Il y a des points sur lesquels vous êtes passé assez rapidement et on aurait bien un petit peu plus de développement. Vous parliez du rapport au temps qui avait été assez bouleversé pendant cette période. Vous parliez des ressources assez importantes qui ont été développées par les intervenants de première ligne, des éducateurs, des intervenants à domicile. Vous avez mis en avant le rôle aussi des assistants familiaux qui se sont révélés des ressources très précieuses pendant cette période. Est-ce qu'il y a éventuellement un point sur lequel vous êtes passé assez rapidement et que vous pourriez nous développer un peu, peut-être revenir sur ces ressources des professionnels qui étaient en première ligne? Oui, absolument. Alors, en même temps, vous écoutant, je m'étais dit que j'allais quand même faire un petit retour sur cette question du rapport au temps, en insistant sur la dimension de la présence. Et je crois que, enfin, de mon point de vue, toutes les ressources des intervenants de première ligne reviennent pour une bonne part à cette question de la présence. En deux mots, il me semble que le rapport au temps éducatif, le rapport au temps de l'aide, le rapport au temps de l'accompagnement a profondément changé dans ces 30 dernières années. On est passé d'une temporalité du progrès, c'est-à-dire où on voyait un enfant ou une personne en situation de handicap, on la voyait en projetant loin devant sa guérison, son éducation, son mieux-être, son intégration, etc. Et on est aujourd'hui dans un temps qui s'est accéléré, dans un temps qui est beaucoup plus présentiste, où on regarde davantage ce qui est en train de se passer plutôt que de regarder loin devant en disant on ne sait pas où on va, c'est le progrès, mais on y va. Donc on a perdu un horizon d'attente. L'horizon d'attente s'est réduit en quelque sorte. Et pour accompagner quelqu'un, il faut que la réponse soit quasiment immédiate. Il faut que lorsque des gens sont dans l'inquiétude, on ne va pas leur dire « mais écoute, mon petit, t'inquiète pas, dans 10 ans, tu verras, tu auras un poste, tu auras une situation. » Il faut réagir immédiatement, ici et maintenant. Et ce temps présent est souvent pensé, trop souvent à mon sens, comme de l'urgence, comme de l'immédiateté, comme du juste à temps, comme dirait la plateforme Amazon. Il faut penser ça plutôt comme du présent composé. C'est-à-dire, il faut penser le présent comme de la présence, tous ces petits riens du quotidien qui permettent d'installer justement des attachements durables petit à petit. Et c'est tout ce petit travail de fourmi
qui est très difficilement évaluable dans des rapports d'évaluation que demandent les financeurs, qui fait souvent la qualité de l'accompagnement. Moi, j'ai été formé en grande partie, et j'ai la prétention de dire que je continue son œuvre. J'ai travaillé, j'ai même habité avec Paul Fustier quand j'étais étudiant, qui était quelqu'un qui a beaucoup pensé, un psychologue de Lyon, qui a beaucoup pensé la question des institutions. Et Paul Fustier parlait d'effet ricochet, c'est-à-dire ce travail des circonstances. Voilà, le travail des éducateurs, mais au sens très large du terme, le travail des accompagnateurs, c'est de fabriquer des circonstances autour des gens qui sont en situation de vulnérabilité pour que ces personnes se saisissent de ressources d'elles-mêmes, mais dans un environnement qui est un peu protégé. C'est au fond une retranscription de jouer seul en présence de quelqu'un d'autre chez Winnicott. On pourrait le transposer à la société tout entière, et notamment la société inclusive. Moi, je pense vraiment à ça, c'est-à-dire qu'il faut arriver à produire non pas tant des liens que des circonstances. Et au fond, les aidants sont des créateurs de circonstances. Voilà ce que j'aurais envie de dire. Merci beaucoup Bertrand. On a également un autre commentaire. Éloge du tâtonnement ou de la pratique prudentielle, la période actuelle l'appelle fortement, mais quel changement de paradigme dans les organisations très souvent hyper pyramidales et centralisées, un grand écart à faire. Comment verriez-vous ce passage? Si je le savais, je serais au ministère. Non, blague à part, c'est pour moi le problème numéro un. Et je le vis directement avec la métropole de Lyon, qui est une grosse structure extrêmement pyramidale, qui vient de changer de direction politique, mais pas encore de gouvernance. Et la bande dessinée que je montrais tout à l'heure, qui est précisément un outil qui essaye de mettre un coup de pied dans cette fourmilière pour essayer de transmettre partout où c'est possible cette idée qu'il faut, partout où c'est possible, construire des raisonnements éthiques par le bas. On a eu quand même l'appui du directeur de l'innovation, on a eu l'appui de plusieurs directeurs de territoire, mais le conseil des directions générales, la direction générale, ce qu'ils appellent la centrale, n'est pas capable, n'est absolument pas capable de recevoir. Donc moi j'ai fait une petite étude sur la réception de ce travail par les hauts dirigeants de la métropole. Donc on peut espérer que le changement de direction tout en haut, qui est en plus une direction écologique, mais moi c'est pas c'est pas l'écologie des Verts qui m'intéresse ici, c'est l'écologie comme discipline qui donne au milieu de vie une importance considérable. Si la métropole de Lyon arrive à changer de gouvernance, ce serait formidable. Donc il faut se battre partout où c'est possible pour des organisations davantage réflexives. Et en effet, là, il y a un changement de paradigme, j'aime pas bien ce terme, mais il y a un changement à avoir de cap. C'est-à-dire il faut s'appuyer sur la réflexion des gens qui, sur le terrain, sont impliqués. Et mais il faut emmener les dirigeants sur le terrain. Quand on emmène les dirigeants sur le terrain, ils vous donnent toujours raison, parce que les dirigeants ne sont pas idiots. Donc, il y a un travail je dis souvent aux éducateurs, votre travail de pédagogie, ce n'est pas avec les gosses qu'il faut l'avoir, c'est avec les dirigeants. Donc là, il y a un gros travail, c'est très difficile, mais il faut du temps, il faut de l'engagement surtout, je crois. Il y a un gros travail pour pour arriver, alors pour moi, le travail de sociologue, c'est un travail de médiation, vous l'aurez compris, mais il s'agit de faire de la médiation en permanence entre les professionnels de première ligne et les dirigeants du back-office qui sont tenus aussi par des règles technocratiques qui, en privé, sont les premiers à regretter qu'elles existent.